Un balado Radio-Canada audio. Je lisais un peu en retard Eric Angels sur Sportsnet. C'est quoi son surnom, Alex? Sœur. Sœur. Ça, c'est le meilleur surnom de l'histoire du beat, là, à parce mon que avis. Sœur, dis-le. Sœur Angèle. Sœur Angèle. Ouais, parce que Est-ce qu'on a déjà fait une ouverture sur les surnoms des gens du beat? ce qui est très drôle, c'est qu'Eric Engels ne savait pas du tout qui était Sœur Angèle quand Ça me bat, tu m'étonnes, là. quand on est arrivé avec ce surnom-là. Puis quand le collègue lui a fait part de son surnom, il est allé évidemment T'es allé la voir. googler. Ouais. C'était comme, I don't understand, I look nothing like her. Ouais, ça, c'est vrai. Je dis, mais c'est pas le point. That's not the point, Eric. C'est pas le point, c'est Sœur Angèle. Donc, ouais, voilà. On fera peut-être C'est bon d'initier nos collègues Exact. anglophones à la culture québécoise. Voilà, et vice-versa, là, c'est ça, là, de partager, que tout le monde partage ce qu'on a de meilleur. Et Sœur Angèle fait certainement partie de ça. Non, mais je suis sérieux. Tout à fait. Quelle sœur, là? La vraie? La vraie Sœur Angèle. L'original, oui. Moi, la fourchette d'or, là, j'ai grandi avec la donc, oui? je vous laisserai pas ni un ni l'autre aller à l'encontre. Mais on fera peut-être une ouverture un jour sur les surnoms. Mais je lisais son texte du 20 février sur les avancées du régime depuis que Jeff Gorton est là. Je ne sais pas si vous êtes tombé dessus. Moi, je suis arrivé parce que ça a été repris sur les... je sais pas comment on les appelle, les sites qui font tout leur... donc, tout l'agrégation de contenu, ouais, c'est là, ça. ouais. Puis l'accroche, c'était qu'il y a maintenant des chefs privés dans le vestiaire, aux installations. Puis ça, moi, ça m'intéresse. J'étais comme, ah! Mais j'ai été surpris d'apprendre, moi, qu'avant Gorton, il n'y avait pas... tous ces petits trucs-là, l'alimentation, c'était pas tant... on ne mettait pas tant d'emphase là-dessus. Là, maintenant, l'équipe a comme un genre de concierge là, qui, au sens concierge élite, là, qui va chercher les gars quand ils sont échangés, puis qui fait des réservations dans les restos. Puis j'ai été, je sais pas, surpris que l'organisation ne faisait pas ça déjà ou qu'ils étaient en retard. Parce que dans ce qu'on comprend en filigrane du texte, c'est que c'est ça, là, ça se fait partout ailleurs, mais ça se faisait pas à Montréal. Là où ça n'a pas changé, c'est dans les communications et la transparence. Là. Ah, mais ça, c'est un sujet sérieux à l'horaire. Mais, ouais, ben, l'ère Marc Bergevin, on le disait souvent vers la fin, tout était vraiment centralisé. C'était vraiment du micro et de la micro et de la macro-gestion. Il contrôlait un peu tout, puis il manquait de personnel dans certains départements. Ça allait autant en termes de nombre de recruteurs que le département des statistiques avancées, que justement dans ces, j'oserais dire, détails logistiques-là. Mais le para, je ne sais pas comment appeler ça, hein, le parasportif ou tout ce qui a rapport avec le confort, appelons ça comme ça, le confort des joueurs. Les gars étaient bien traités quand même, mais il n'y avait pas cette plus-value-là, disons. Alors, non, moi, ça ne m'étonnait pas. Là. C'était vraiment assez typique de la façon de faire de l'ancien régime. Écoute, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Tu viens d'ouvrir tu viens d'ouvrir une boîte. Par accident, mais c'est mon style. Oui, mais quand Jeff Gorton et Kent Hughes se sont donnés pour mission de hisser le Canadien parmi les équipes qui traitent le mieux leurs joueurs dans la Ligue nationale, que ce soit vraiment une organisation de première classe. Ouais. Là. Et bon, chez les Rangers, semble-t-il, c'est ça. Et c'est un mot qui se passe parmi les joueurs dans la Ligue nationale, ça. Est-ce que tu as vraiment l'encadrement optimal pour faire ta carrière? Est-ce que c'est agréable d'être dans cet environnement-là? Et est-ce qu'on te donne tous les outils possibles? Et c'est ça, l'organisation du Canadien, les gens voient ça comme très prestigieux, c'est gros de l'extérieur. Et pendant longtemps, ça a été l'organisation de première classe, une organisation de première classe dans la Ligue nationale. Et ça s'est peut-être effrité au cours des années. Je me souviens, par exemple, un débat surréaliste quand le Rocket est arrivé à Laval. Là, on parlait de logistique. Il y avait une réunion, on parlait de logistique. Puis, faut installer comment on va fonctionner pour les autobus. Ça nous prend X nombre de sièges, on a X nombre de joueurs, le personnel de soutien, les entraîneurs, descripteurs des matchs, etc. Les vétérans, dans les conditions de travail, c'est prévu qu'ils doivent avoir 2 sièges à eux, tout ça. Et là, finalement, ça prenait 2 autobus pour
pour voyager. Là. Puis là, écoute, ça argumentait beaucoup dans l'organisation. Il n'y a pas moyen de squeezer tout le monde pour connaître... Un autobus à 2 étages! Mais c'est ça en voyage à Londres. Alors, tu sais, il y a eu, je pense, le secrétaire de voyage précédent du Canadien, Alain Gagnon, a pris sa retraite à la fin de la dernière saison, puis ils ont embauché... celui des Rangers. Celui des Rangers. Chase, Alex Chase, je pense. C'est ça. Jeff est arrivé avec son secrétaire de voyage, et ça a été très... Tu sais, même parmi les représentants des médias, c'est pourquoi, tu sais, il n'y a pas un Québécois qui pouvait être secrétaire de voyage, mais je pense que derrière ça, il y avait aussi une idée de dire, on va donner les conditions de première classe aux joueurs. Tu sais, ils voulaient importer peut-être quelque chose du côté des Rangers. Alors, c'est le fun de voir que, bon, tu sais, le chef privé, puis le concierge et tout ça, tu sais, il y a des organisations, quand il y a une transaction, Barry Trotz avait l'habitude d'aller chercher personnellement les joueurs à l'aéroport quand ils arrivaient, peu importe l'heure, pour dire, écoute, t'es important, c'est un bel accueil. T'es important, voici qu'est-ce qu'on pense faire avec toi. C'est vrai que le joueur le reconnaissait. Tu sais. Non, mais les joueurs, après, c'est pas tout le monde qui fait ça. Là. Tu sais, les joueurs se disent, wow, OK. Alors, tu sais, bon, s'il y a quelqu'un de responsable de le faire pour l'organisation, tant mieux. Puis sûrement, il doit y avoir un volet d'aide aux familles quand ils arrivent. C'est mentionné. Vous arrivez au Québec, comment tu te branches à l'hydro au téléphone, c'est ça, il doit y avoir quelqu'un pour s'occuper de qui ça, Julie Snyder? Non, mais c'est important. Véronique Cloutier. Connaissez-vous Véronique Cloutier? Ça, c'est encore plus important. Ouais. Alors, écoute, c'est le fun de voir ça, mais on voit que c'est en marche et qu'il y a pas juste la culture sportive, mais il y a l'entourage. On est une organisation de première classe, une des plus riches de la Ligue nationale. On va se comporter comme tel au lieu d'essayer de faire des économies de bout de chandelle. Ce que les agences font déjà, alors Kent Hughes était bien placé pour le savoir, parce que, tu sais, chez Cartex, par exemple, avec lesquels il avait fusionné et tout, tu sais, service de conciergerie, A+, pour... c'est pas facile de magasiner une Ferrari. Ça prend un peu d'aide. Une Ferrari pour les vacances en famille à la Barbade ou à Rome, tu sais, avec... Ça aussi, c'est compliqué. Avec ta blonde, tes enfants, tout ça, mais non, mais vraiment détailler les activités, tu sais, conseil en planification financière. Il y a un envers à cette médaille-là que tu découvriras dans un livre qui sera publié à un moment donné. Oui, mais c'est ça. Non, mais donc bien placé pour savoir ce que les joueurs apprennent. En plus, en ayant des clients partout à travers la Ligue, pour savoir quelles organisations les traitent des joueurs le mieux. Oui, c'est clair. Alors, eux étaient vraiment bien placés pour ça. Puis je me rappelle que Luc Robitaille, on avait reçu à ce balado d'ailleurs, à une certaine époque. Le name dropping, hein, il racontait, mais c'est sûr que c'était une autre époque, mais il racontait que quand il était à Los Angeles, lui, on était vraiment à une autre époque. Il prenait des shakes de protéines après ses matchs. Puis tu sais, c'était nouveau, là, un peu dans le temps. C'était la fine pointe c'est ça, là. T'étais la nutrition, à l'époque. Puis à Los Angeles, il se les faisait lui-même, puis il n'était pas question que quelqu'un dans l'organisation s'occupe de ça, puis qui balise le truc. Mais quand il a été échangé à Détroit, puis là, on était à la toute fin des années 90 ou peut-être début 2000, parce qu'il a gagné la Coupe en 2002. Donc, dans ces eaux-là, au tournant du millénaire, dès qu'il est arrivé, et Détroit avait cette réputation-là d'être une organisation de première classe, mais dès qu'il est arrivé, il racontait qu'il n'a plus besoin de faire ses shakes. Prends-tu des shakes, toi? Oui, quelle saveur? Qu'est-ce que tu préfères? Et là, tout était préparé pour lui, en fonction de lui et tout. Et le gars en question avait dit, regarde, nous autres, on va s'occuper de ça. Tout ce qu'on veut, c'est que tu nous aides à gagner la Coupe Stanley. On va faire les shakes. Ouais. Toi, mets là-dedans. Et c'est ça, maintenant, dans les organisations, c'est ça, dans les bonnes organisations, chaque joueur a son mélange de vitamines personnalisé. Oui. Les électrolytes dont Brendan Gallagher a besoin, c'est pas les mêmes. En même temps, les électrolytes de Gallagher, il faudrait peut-être changer la recette parce que... En fait, ça se peut que ça soit ajusté. Ça peut-être. Mais j'étais surpris et déçu. Et des fois, quand on regarde certains matchs, on a l'impression que des gars ont bu le shake du voisin. Parce que... Ça marche pas. Ils sont déréglés, ils sont meilleurs. Voyons, on n'a peut-être pas pris le bon shake. T'es-tu trompé de shake? Ça, d'ailleurs, c'est une bonne question après un match, là, pour les scrums d'après-match. Alex, pense-y, une contre-performance. T'es-tu trompé de shake? J'ai été surpris et déçu donc d'apprendre que le Canadien n'était pas cette équipe. Je pensais qu'on couvrait une équipe prestigieuse, semble-t-il, qu'il y a eu un trou à un moment donné et que là, ça revient peut-être. Oui, mais tu sais, ils font attention à leurs sous canadiens. Bon, ben là, ou enfin... parce que Gorton, dans l'article, disait qu'il n'y a pas eu beaucoup de demandes qui ont été... je trouvais le phrasé bizarre. C'était pas... Molson n'a jamais refusé, c'était...
Il y avait comme un mot, en tout cas, enfin, c'était pas aussi limpide, mais c'est ce que ça suggérait. Puis juste un mot sur le Chase en question, qui ont rapatrié de New York dans l'article de Angels. C'est Angels ou Angels? Angels. Mais non, mais Sœur Angèle, c'est mêlant. Oui, mais là... Michael Pezzetta raconte qu'à New York, il les a trouvé une réservation dans un resto très prisé, puis ils ont mangé comme dans la salle privée avec d'autres célébrités, puis tu sais, je présume que ça prenait ce chase-là pour avoir cette réservation-là. Parce que c'est le genre de job que j'aimerais faire, moi, ça, un concierge pour une équipe, mais j'ai pas le book encore pour nous avoir une table chez Éric Ripert au Bernardin. Un clin d'œil à notre producteur. Jacques-Alexis. Alors aujourd'hui, oubliez le Big 3... non, je recommence. Oubliez le Big 3. La défense du Canadien est une machine offensive. De l'opacité des blessures. Et y a-t-il un coup à jouer dans l'Ouest? C'est tellement hockey, épisode 224. Alors, si tu faisais du name-dropping avec Luc Robitaille, moi aussi, je voulais montrer que je connaissais un ou deux chefs célèbres. C'est plus fort que moi. Celui qui faisait du name-dropping, c'est Alexandre Gascon, notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Et bien sûr, il est flanqué de notre chroniqueur principal au service des sports. J'ai nommé M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Salut, content de vous retrouver. Je m'appelle Alexandre Coupal. C'est sûr qu'on a des circonstances difficiles avec tous les blessés, mais on continue à avancer le terrain et on commence à prouver... pas juste à tout le monde, mais plus important à nous autres, qu'on est capable de jouer tout le monde. Martin Saint-Louis, après cette victoire éclatante, son don ben bon. Victoire éclatante contre les Devils du New Jersey mardi soir. Et je trouve ça intéressant. C'est une petite courte réponse de Saint-Louis, mais c'est ça, ils sont en train de se le montrer à eux autres qui sont capables de jouer avec tout le monde. Bon, je l'ai dit, on s'entend que... c'est pas parce que le Canadien a battu c'est quoi, la troisième meilleure équipe de la Ligue. Ça vaut ce que ça vaut, mais reste que c'est vrai que depuis... c'est-à-dire, comment dire? C'est un peu ça la saison du Canadien. C'est ils ont perdu, ils ont donné 11 buts lors des deux matchs précédents contre les Hurricanes et les Maple Leafs. 11-3. Puis ils sont capables de sortir une performance c'était quand même assez inspiré mardi soir. Là. Oui, il y a eu, tu sais, quand même, Samuel Montembeault a été un facteur décisif dans ce match-là. Là. Il a été très, très bon. Je pense que dans la compilation des chances que Martin fait, c'était légèrement en faveur des Devils. J'aurais cru à l'œil que ça aurait été peut-être... Mais tu peux y en parler, il est juste là. Plus prononcé. Regarde, il fait ses affaires, je fais les miennes, puis c'est comme ça qu'on fonctionne dans le balado. Mais, tu sais, il y a eu, je l'avais noté, là, il y a eu 81 tentatives de tir au but de la part des Devils du New Jersey dans ce match-là, contre 38 pour le Canadien au total. On parle des tirs réussis, des buts, des tirs bloqués, des tirs ratés tout simplement. Même au soccer, c'est énorme. Alors imaginez. Donc, ils sont pas si bons. Ce match-là aurait pu tourner. C'était pas la conclusion absolue. Là. Ça aurait pu être bien différent. Cela dit, le CH a profité de ses occasions, a quand même bien joué. Le gardien fait partie de l'équipe, donc c'est correct. Là. Il a connu une très, très bonne prestation. Et ça fait en sorte que le CH a gagné un deuxième match sur la route depuis le 20 décembre. Donc ça, c'est après leur victoire en Arizona au tout premier match du voyage du temps des fêtes, là, qu'ils avaient gagné à l'arraché. Ils n'avaient pas gagné sur la route depuis ce temps-là? Ils en avaient gagné un seul. Okay. Depuis ce temps-là. Ils étaient 1-9-1. Ils sont 2-9-1, mais ils sont quand même derniers dans la Ligue durant la séquence. Là. Mais bon, bref. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est moins bon. Ça, c'est moins bon. C'est moins bon un peu, mais ça prouve que n'importe qui peut battre n'importe qui ça, on le sur un match donné. Ça, on le savait. Dans une ligue professionnelle de haut niveau, c'est ça. Même les moins bonnes équipes vont gagner des matchs, mais moi, je reste impressionné. On est rendu, il reste quoi, 25 matchs à jouer dans la saison? 25, oui. C'est une équipe qui s'est comme entrée dans le ring avec Mohamed Ali, avec une main attachée dans le dos. Là. Cette équipe-là a énormément de blessés. Des fois, ils se font varloper solidement, comme on l'a vu contre les Maple Leafs et les Hurricanes, mais ils continuent de se battre. Alors ça, c'est admirable. Et à les regarder se battre comme ça, hier, j'avais cette réflexion-là, je me disais... Qu'est-ce qui serait arrivé? Moi, même avec l'alignement complet en début de saison, je me disais cette équipe-là va gagner un match sur 3 à peu près. Ça va se terminer autour de 27 victoires. Là, ils en ont 24 déjà. Je réfléchissais hier, je me disais, si cette équipe-là était restée au complet en santé toute la saison,
Il y a 4 victoires de différence en ce moment avec les Capitals de Washington, là. Avec l'avalanche de blessures, avec 5 recrues, 4 recrues en défense, 5 au début de la saison. Ça dépend des matchs, mais c'est souvent 5. Jusqu'à 5, là, mais oui, c'est 4. Et avec encore une autre, pour une deuxième saison consécutive, une avalanche de blessures incroyable. Beaucoup de jeunes en apprentissage dans l'alignement, rotation de joueurs rappelés du club école. Et il y a 4 victoires de différence en ce moment avec les Capitals de Washington. Alors, c'était... J'aimerais ça. Il y a un type de science-fiction là, qui dit quand on refait l'histoire. Une uchronie. Bon, mais j'aimerais ça remettre le cadran et faire disparaître toutes les blessures pour voir où cette équipe-là serait au classement, qui semblait pas à point en début de saison. Là, on se disait cette équipe-là ne participera jamais aux séries. Mais quand même, ils ont beaucoup, comme disent les anglophones, the fight is in the dog. C'est pas... Il y a vraiment au pudding, là. À chaque fois que tu cites tu fais une citation. Non, mais tu sais, le pudding. Manger du pudding. Ce qui est important, c'est pas la taille du chien qui est impliqué dans la bagarre. C'est ça. C'est l'ampleur du désir qui est dans le chien. Alors voilà. Y a un pudding dans le chien? On dit la preuve est dans le chien. Il ne faut pas tirer trop fort dessus non plus. Le chien, faire pousser un chien plus vite en tirant dessus, non. Je n'en ferai plus des problèmes. Non, on adore ça. Arrête pas. Ça faisait trop longtemps d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est comme trop... dans le chien jusqu'au genou. On est trop fébrile. Bon, ben, parlons-en de ça tout de suite, parce que moi, j'arrête pas depuis 2 semaines. Puis d'ailleurs, c'est notre question, la question du public qu'on a posée cette semaine. Mais déjà, lors des derniers jours, moi, je suis déjà rendu l'an prochain. Je suis de même. Est-ce qu'on en a encore un public? Ça fonctionne bien depuis le transfert? C'est un public mobile. La mobilité de notre public flexible est à souligner. Ouais. D'ailleurs, soulignons-le. Bravo pour votre mobilité. Oui. Mais c'est la question qu'on a posée. J'y reviendrai tantôt. Mais partant de ce que tu viens de dire, Martin, là, cette équipe-là va faire les séries l'année prochaine. On s'en reparlera au camp d'entraînement, à la fin du camp d'entraînement. Mais cette équipe-là va changer beaucoup d'ici l'année prochaine. Oui, j'imagine. Mais ils sont étonnants pour ça. Parce qu'habituellement, une équipe perdante, une équipe qui perd plus souvent qu'à son tour, à un moment donné... les joueurs deviennent comme des robots. Là. Il y a de l'abattement. On tue le temps, on dit, bon, il faut passer à travers cette saison-là, puis si un soir ça fonctionne, sinon, on perdra, puis c'est pas grave. Mais il y a quand même un désir de bien faire qui revient tout le temps, et je trouve ça admirable. C'est difficile, même quand tu fais partie d'une équipe gagnante, les saisons sont longues, puis il y a une routine qui s'installe, puis il faut rester concentré. Il faut vraiment être bon pour continuer. Après 2 varlopes en plus, puis là, tu affrontes encore une des meilleures équipes de la Ligue. Ça aurait été facile de ne pas vraiment y croire. Mais j'ai hâte de voir après la date limite des transactions, parce qu'il y a quand même des gars là, qui ont une petite motivation supplémentaire, là, puis qui jouent mieux depuis quelques semaines, je trouve, comme Dadonov, puis tu sais... Même Mike Hoffman, à la limite. On les a nommés Drouin aussi. Oui, Drouin hier, c'était plus difficile, mais sinon, il connaissait une bonne séquence. Alors, on verra. Là, moi, je ne suis pas convaincu que ça va avoir un impact. Peut-être pas, mais ça, de toute façon, ces gars-là vont peut-être... en même temps, ça va peut-être avoir un impact s'ils sont encore là. Oui, mais tu sais, là, on s'entend, les joueurs sont conscients du fait, les joueurs susceptibles d'être échangés sont conscients du fait qu'il faut séduire quelqu'un pour s'ils veulent trouver preneur et qu'ils sont à la fin d'un contrat et tout ça. Mais peut-être que le choc va être encore plus grand si jamais il n'y a pas de transaction. Là, ça veut dire qu'il n'y a personne, il n'y a aucune équipe intéressante qui voulait avoir, même pour des raisons d'ajouter de la profondeur. Alors, est-ce que ça va être encore un plus gros électrochoc pour finir la saison, ou ces gars-là vont juste lever le pied et dire, bof, on va attendre à l'été, j'ai hâte de voir, mais on verra. Toi, tu penses que ça va être bois? Ben moi, si mon DG n'était pas capable de me bouger à la date limite des transactions, je pense que je prendrais ça un peu comme un appel au réveil, parce qu'il y a un nouveau contrat à aller chercher. Tu sais, il y a des gars qui sont blessés, là, ils peuvent pas... Il peut y avoir une raison pour laquelle... Mais encore là, si ces gars-là reviennent en santé dans le dernier droit, ils vont vouloir démontrer quelque chose. C'est quand même c'est leur chance. C'est quand même leur chance d'avoir un autre contrat l'été prochain. Tout ça en étant l'équipe qui a manqué le plus de matchs en raison de blessures depuis le début de la saison, là, ce qui d'habitude... pour une deuxième année consécutive. Oui, pour une deuxième année dessus. En fait, l'an passé, le CH, je l'écrivais cette semaine, a battu le record de la Ligue nationale. Il y a eu plus de 700 matchs ratés pour cause de blessures. Bravo! Le record d'avant, c'était les Kings à 629 en 2003-2004.
Donc, record pour le CH l'an passé. Et puis, cette année, ils sont encore en tête. Là. Avant les 2 derniers matchs, ils étaient à 414 parties ratées. Je pensais qu'ils étaient 3e. Ils sont en tête. Là, ils étaient en tête avant le match de samedi soir contre Toronto. Peut-être ça change selon si on tient compte de Carey Price et Byron. Ouais. Okay. Mais selon le calcul, c'est le site Men Games Lost, pour ceux que ça intéresse, qui le fait pour toutes les ligues professionnelles d'ailleurs. Intéressant. Et puis, donc voilà, 414. Okay. C'était 414 avant les 2 derniers matchs, rajouté environ 2 fois 10 là, depuis, qui est autour de 434. Mais, donc, c'est ça. Ça va vite. C'est hallucinant, là, le nombre de blessures. Puis encore hier, Yoel Armia qui disparaît. Ouais. Puis, je ne sais pas, c'est peut-être là que tu voulais t'en aller. Là, mais non, mais on va parler tantôt de... Parce que là, ça se plaint de plus en plus chez nos confrères, et avec raison que c'est un processus opaque, là, mais ça, on en a parlé, nous, ça fait depuis Noël là, qu'on en parle, que c'est un problème, puis que... comme on dit en ouverture, on a tellement travaillé là, sur le raffinement de l'environnement chez le Canadien. J'ose imaginer que cet été, il va y avoir du travail fait. Puis ça aussi, c'est des sujets qu'on a évoqués. Là. Ouais. Mais sur la gestion, premièrement, sur l'information concernant les blessures, moi, je suis content qu'on ait Alex... Avec nous pour parler de ça, parce qu'il va aux entraînements. Moi, je vais au match, je vais pas beaucoup aux entraînements, mais... Je me souviens que c'était une des premières choses. Quand Chantal Maccabé est arrivée, responsable des communications, c'était dorénavant, c'était transparence. On va arranger ça, ce problème-là. Et Chantal était censée aller voir chaque jour le thérapeute athlétique Graham Reinben, prendre toute l'information, donner toute l'information possible aux journalistes pour qu'on cesse de questionner l'entraîneur là-dessus et pour que ce soit plus transparent. Et là, ce que je vois, depuis, on en parle entre nous, puis j'en parle avec les collègues aussi quand je vais au match, mais là, on le voit dans les... tout le monde se plaint de ça, là. Tout le monde dit ça. Et c'est toujours... parfois camouflé un peu dans les textes. Là, ça l'est de moins en moins. Ouais, parce qu'on commence à être tanné un peu. C'est ça. Alors, j'aimerais ça que tu nous expliques comment c'est ça va être le titre du balado d'aujourd'hui. Tellement exaspéré, ça s'appelle aujourd'hui. Pas qu'on veut cogner du clou sur la tête, du marteau plutôt sur la tête de Chantal, mais moi, depuis que je fais ce boulot-là, ça n'a jamais été... la situation n'a jamais été aussi critique. Là. Puis c'était pas... c'est le voile le plus... Et c'était pas rose avant. C'était pas rose avant. C'est le voile le plus opaque. Puis on dirait que plus... Et comme Martin l'expliquait, il y a vraiment une écœurantite généralisée à travers les journalistes de beat. Et plus on est inquisiteur, plus on demande, plus on se lasse aussi. Puis le ton est peut-être un petit peu moins... cordial, moins patient aussi. C'est ça. Moins patient, plus dans l'impatience. Plus on dirait qu'on se braque à l'autre bout. Alors, ça devient encore plus compliqué. Je sais que les gens n'aiment pas ça là, quand les journalistes se plaignent. Là. Souvent, on passe pour des vieux chialeux, ce qui est vrai. Ce qui est le cas. L'un n'empêche pas l'autre. La définition de la job. Mais c'est parce que là, c'est pas des secrets militaires, on s'entend. Non, c'est ça, exactement. C'est un manque de transparence. Puis ça se fait dans la plupart des organisations ailleurs dans la Ligue maintenant, même... récemment, c'est un peu du niaisage. Luke Richardson, dans son point de presse d'avant-match, a donné le détail sur certaines blessures. Un joueur qui était blessé au coude, il dit qu'il est blessé au coude. Oui, c'est ça, exactement ça. Je me rappelais plus des détails. Tout le monde a fait, c'est quoi ça, un coude? Quoi? C'est où ça, le coude? C'est au milieu? Bas, dans le milieu. Quand Mathieu s'est blessé, les livres ont été transparents la soirée même. Là, aux dernières nouvelles, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé de Yoel Armia qui a disparu après 3 présences. C'est ça. Si je peux me permettre une parenthèse, il y a ça, là, on n'a pas le détail, mais c'est parce que les gars viennent, disparaissent. Ça a commencé dès le début de la saison. Blessures, Michael Matheson avait un match préparatoire. Okay? Il était supposé jouer. On apprend qu'il ne joue pas juste avant le match. On en parle à Saint-Louis. Saint-Louis dit il n'est pas blessé, ça n'a rien à voir. Et finalement, il peut juste pas jouer ce soir. Il n'est pas blessé. Il est passé de pas blessé à... Il a disparu pendant 8 semaines parce qu'il y avait une blessure à l'abdomen. Puis il a commencé la saison à fin novembre. Mais il a commencé par pas être blessé. Sean Monahan, qui a joué avec visiblement une fracture au pied droit. Puis là, on le dit parce qu'on les voit. On voit les gars. C'est ça qui est le plus ridicule. On voit les gars passer proche du vestiaire, au Centre Bell ou ailleurs, avec des attelles aux genoux, une botte protectrice aux pieds. Écoute, ça a l'air des auditions pour le film Robocop quand on les voit, sortir après les matchs. Là, ils sont tous en costume, mais ils ont tous une attelle ou un... Ça, c'est l'avenir. C'est où, là?
Mais il y a personne qui... On veut pas nous le dire pour une raison vraiment, vraiment obscure. Monahan, pour donner un autre exemple, est passé de... Bon, tout le monde l'a vu avec sa botte au pied droit. Là, ils nous ont jamais dit bas du corps. 2 à 3 semaines. On était le 5 décembre. 2 à 3 semaines. Pendant le voyage du temps des fêtes, Monahan recommence à patiner. Il est à Montréal, lui. Il recommence à patiner, tout ça. Pendant que l'équipe est à l'extérieur, on nous dit au jour le jour, évaluation quotidienne, il va revenir bientôt. Canadien, début janvier, il revient. Monahan n'est plus là, s'entraîne plus. Puis on demande simplement, est-ce qu'on peut avoir une mise à jour de son état, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il était là, là il n'est plus là, mais on l'a vu. Là, vous nous avez dit qu'il va revenir bientôt, puis là, il n'est plus là. Et on peut demander des mises à jour sur des joueurs, puis on n'a pas de réponse avant une semaine, 2 semaines, pour avoir une simple mise à jour. Puis là, Monahan s'est rapproché d'un retour au jeu juste avant Il a voyagé avec l'équipe. Il a voyagé avec l'équipe, puis avant la pause aussi, ça se rapprochait, tout ça. Puis là, quand on est revenu de la pause, il y a un des relationnistes du Canadien qui nous a dit, dans le cas d'Edmondson, parce que lui aussi, c'est très flou, là, dans le cas d'Edmondson et Monahan, il nous a dit, là, je peux pas croire qu'il se disait, parce que c'est moi qui avais posé la question, puis là, il m'expliquait ça, puis dans ma tête, je me disais, je peux pas croire que le relationniste qui est en train de m'expliquer ça se dit, ah là, Gascon, il achète ce que je vends là, en ce moment. Là. C'est bon, c'est bien, c'est finement trouvé. Ah, ce Gascon! C'est ça, je le regardais. Monahan puis Edmondson, là, il dit là, pendant la pause, on a fait un shutdown. C'est le mot qui a été employé pour ce que ça veut dire. On a fait un shutdown. C'est quand tu redémarres. Là, on redémarre, puis on recommence, puis on va arriver avec une nouvelle évaluation. OK. Ça, on nous a dit ça comme le lendemain au retour de la pause. Puis j'étais de quoi tu parles? Faites un shutdown. Non, mais c'est comme ton ordinateur. Ils les ont rebooté. C'est ça. Et on n'en a jamais eu depuis. Là, ça fait 2 semaines de ça. Là. Okay. Edmondson est évalué quotidiennement depuis le 26 janvier. Il doit être tanné de se faire évaluer à tous les jours. Mais évaluer hebdomadairement, au moins, ça serait moins. Ça fait en sorte qu'on passe un peu pour... c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est un manque de transparence. Les journalistes arrivent avec de l'information approximative. Tu as l'air de pas bien faire ton travail. Tu passes un peu... Tu es un peu le dénon de la farce à travers ça. Je sais qu'il y a bien des partisans qui sont comme « laissez-les tranquilles ». On voit passer des commentaires sur les réseaux sociaux. Le Canadien peut bien gérer ça comme il veut. C'est quoi votre problème? Pourquoi vous demandez ça? C'est vous autres qui... C'est de la curiosité, c'est ça. Ouais, vous êtes... Curiosité malsaine. Curiosité malsaine. Alors que... Du voyeurisme. C'est du voyeurisme. Il faut arrêter. Là. On est rendu ailleurs. Toutes les ligues professionnelles divulguent les blessures au football. Non, mais c'est parce qu'on veut savoir, là. En plus, c'est ça. La Ligue nationale est partenaire avec je ne sais pas combien de maisons de paris maintenant. Dans la NFL, c'est obligatoire. Là. Il faut dévoiler la nature de la blessure de façon à ce que ce soit... Parce que ça nuit à la business du pari sportif. Non, mais pas juste pour ça. C'est une question de transparence. Non, mais ça fait partie de l'équation. L'argument dans la Ligue nationale de hockey, comme quoi si vous savez où votre adversaire a mal, vous allez vous acharner sur cette partie de son corps-là. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas dire où est-ce qu'il est blessé. Mais je pense qu'au football... il se frappe aussi, les gars. Non, puis Edmondson, ça va être difficile de s'acharner là où il est blessé en ce moment. Il va falloir aller dans le vestiaire, Edmondson, c'est magnifique parce qu'il est passé... Pendant une nuit, là, il est passé d'une blessure du bas du corps au haut du corps. Parce que c'est un mal grimpant. Oui, c'est quelque chose de grimpant. Parce que quand il est sorti du match au Centre Bell, on demande la mise à jour après le point de presse de Martin Saint-Louis. On nous dit on va avoir plus d'informations demain, mais blessure au bas du corps. Le lendemain, on nous dit Edmondson va être évalué quotidiennement, blessure au haut du corps. On nous dit oui, mais vous avez dit bas du corps hier. Alors, durant la nuit, il s'est passé quelque chose. Un peu comme avec Chris Weidman, qui a participé au concours d'habileté dimanche, a gagné, était tout pimpant, ça a l'air de bien se passer. Lundi matin, pas à l'entraînement, blessure au haut du corps. Là, Kirby Dack est malade. Oui, il y a un virus. Au début, on nous disait virus, mais un virus pas contagieux. Ça existe-tu, ça, un virus pas contagieux? Il faudrait appeler un virologue. Vite de même, je suis pas sûr. Là, après ça, on nous a dit non, c'est pas virus, c'est maladie. Excusez-nous, on va insister sur le on a fait un reboot. Puis là, finalement, c'est une maladie, c'est pas un virus. Vous ne le reverrez pas cette année. Parce qu'il n'est pas contagieux, parce qu'il est assis sur la galerie de presse avec tout le monde. Puis, je veux dire, honnêtement, c'est kafkaïen. Mais là, est-ce que Chantal est au courant? Bon, mais ça, c'est l'autre point aussi. Parce que tout le monde dit, c'est pas de la faute à Chantal, puis je le crois, parce que visiblement, on l'a déjà dit aussi. Je n'ai pas tendance à blâmer. Moi, je pense qu'il y a une grande différence entre ce qu'elle s'est fait dire,
quand elle a pris le poste, puis finalement... Ben ça, on s'attendait à ce que le naturel... Alors, le naturel est revenu très rapidement au galop. C'est pas elle qui prend la décision. Puis malheureusement, je suis sûr qu'elle travaille pour obtenir de l'information, puis qu'on lui donne rien au compte-gouttes. Et ça vient ça vient des thérapeutes sportifs, ça vient probablement de Graham Rahal. Ça vient d'en haut. Et ça vient même de d'en plus haut. haut. Je pense que ça doit commencer là. On ne sait pas qui convainc qui là-dedans, mais ça vient de l'organisme. C'est ce que j'écrivais quand Chantal a été nommée. C'est pas la responsable, la VP des communications qui fait en sorte que les communications soient bonnes ou pas. Ce sont les ordres qui sont donnés, c'est la transparence des dirigeants de l'équipe, c'est le mandat qui est donné. C'est comme ça dans n'importe quelle entreprise, pas juste dans le sport professionnel. C'est ça. Alors, c'est dommage de voir que ça tourne comme ça, parce que au départ, tout le monde disait, bon, ben, enfin, il y a une ouverture, il y a de la transparence, et c'est en train de devenir pire que jamais. Vous voyez, dans le cas de Cole Caulfield qui a parlé avant son opération, c'était pas prévu. Je pense que Chantal a travaillé fort pour obtenir cette disponibilité média-là. Et de ce que j'ai entendu entre les branches, avec les articles qui sont sortis le lendemain, puis le surlendemain, puis quand on a parlé au docteur, parce que l'on savait c'était qui, puis tout ça... Ouais. Ben, ils n'ont pas aimé ça. Non, ils n'ont pas aimé ça. Donc, ça, on n'en aura peut-être plus non plus. Mais il n'y en a pas eu depuis. De conférences de presse. Il n'y en a pas eu. Non, mais c'est pour démontrer que... Ah, man! C'est ça. Alors que c'était quoi le problème avec ça? Là? C'était quoi le problème avec la couverture de l'opération à venir de Caulfield, puis du fait qu'on sache qui était le médecin installé à Vail, au Colorado, puis il n'y en avait pas. Là. Puis même, au contraire, ça permettait aux gens de bien expliquer ce qui se passait, quels étaient les risques encourus, comment d'autres athlètes qui ont déjà passé par là s'en sont remis. Tu sais, c'est de l'information. Je m'excuse, mais les gens qui suivent cette équipe-là, la majorité des gens, ça les intéresse. C'était tout du bon contenu. Ouais. Pour une raison X, il était en maudit après coup. Alors, il y a vraiment un problème. Okay. Ouais, mais les gars aussi, en plus, ils ont bloqué vraiment beaucoup. Savoir même fait un arrêt de bloqueur en troisième. Les coupes de gars ont bloqué des lancers quand c'était des chances de marquer de l'autre côté. Mais je suis vraiment content aussi. C'est comme tu as dit, les échappés. Depuis le match en Caroline, j'en ai donné 2 du côté du bloqueur. Depuis que ce match est terminé, là, c'est juste ce qu'on fait avec Eric. On a travaillé beaucoup ça. Donc je suis content que ça allait ressortir aujourd'hui. Samuel Montembeault, après sa victoire devant le filet du Canadien contre les Devils. Bon, là, ça y est, on n'en a pas tant parlé. Mais juste une petite parenthèse sur ce que j'évoquais tout à l'heure. Quand je dis, est-ce qu'on peut commencer à parler de l'année prochaine? Tu as raison, Martin, on parlera de l'année prochaine. Mais, est-ce qu'on peut commencer à anticiper que devant le filet, c'est un peu réglé pour l'année prochaine ou je vais trop vite? Parce que là, on fait 50-50 avec Jake Allen, scénario qu'on évoquait avant Noël. On y est arrivé. Ça va plutôt bien, non? Il n'y a pas quelque chose là de réjouissant dans le moyen et long terme? À condition, bien sûr, que Allen ne soit pas échangé, mais j'ai de la misère à croire à ça. Ça m'étonnerait. De toute façon, le Canadien, contrairement à ton souhait, ne s'attend pas à être une équipe si compétitive l'année prochaine. Non, mais c'est parce que moi... Je pense que la recherche du gardien, ou du moins de la relève dans l'organisation va se poursuivre. Va certainement passer à la seconde vitesse dès cet été. Là. Je parle en termes de choix c'est pas réglé. Parce que ça prend du temps développer des gardiens, mais ça pourrait être réglé à moyen terme, dans le sens qu'on pourrait se dire on vit très bien avec ce duo-là l'année prochaine, puis advienne que pour ça se pourrait, je pense. Montembeault est en ascension. Montre vraiment des belles choses cette saison. La saison dernière, il s'est battu comme un déchaîné devant son filet alors qu'il était blessé, qu'il a eu une charge de travail vraiment importante là, dans le dernier segment de la saison. Moi, je pense que le Canadien va continuer avec lui. Là. Il montre vraiment il y a quelque chose qui a changé là, au cours des dernières semaines par rapport à son utilisation. Oui, ça a pris un certain temps, mais il a gagné la confiance de Martin Saint-Louis, ce qu'il n'avait pas de temps avant, parce que même s'il performait bien, on hésitait à l'utiliser. Et j'aimerais attirer à votre attention que Jake Allen a blanchi une équipe. Là, laquelle donc? Enfin, dans les 2 dernières... La semaine passée. Là. Ça ne nous aide pas. Là. C'est pas les Blackhawks? Oui, c'est les Blackhawks. Merci. Et c'est Samuel Montembeault qui a obtenu le départ suivant. Inverser les rôles, ça aurait crié dans les médias. Oui, ça c'est clair. Puis je pense que... On n'a pas entendu parler. Ce qui est bien correct. Je ne dis pas que c'est légitime de crier, mais je veux dire, c'est quand même arrivé. Là. Allen a blanchi l'adversaire, puis le lendemain, on est revenu avec Montembeault. Et jusqu'à il y a un mois... C'est impensable. Ça ne serait jamais passé. Là. Avant sa séquence vraiment heureuse de janvier, quand Allen était blessé et tout,
sa séquence de fou, là, sur laquelle tu avais chroniqué d'ailleurs, les 6 ou 7 matchs d'affilée avec un taux d'efficacité de 940. Là, et il y a eu quoi en janvier? 915 de moyenne d'efficacité. Là, ce qui dans la Ligue d'aujourd'hui est bon. Là. Dans une équipe de bas de classement, c'est très, très bon. Mais avant ça ne serait jamais produit. Donc oui, il y a effectivement dans la philosophie, il y a quelque chose qui a changé. Pour poursuivre, enfin, Jean-Michel de Montembeault, qui a été capable de high-fiver ses coéquipiers sur le but de Michael Matheson, parce que c'est rare que le marqueur est à côté, de son propre gardien. Cela dit, ça aussi, c'est un sujet auquel on a touché, pas brièvement, mais auquel on a touché la semaine passée. Est-ce que, parce que là, depuis la pause... le groupe de défenseurs chez le Canadien, c'est quoi? C'est le deuxième meilleur? Marc Desbuts. Ouais, depuis la pause, je l'avais. Depuis le retour de la pause, Montréal a égalité au 2e rang pour les points chez les défenseurs avec 17. Ils en ont eu 5 hier. Détroit est premier, Colorado à égalité avec Montréal. Bon, la semaine passée, on disait, visiblement... Mais ils sont 29e depuis le début de l'année. Donc, c'est un immense contraste. C'est un gros contraste. 12 buts en 51 matchs. Les défenseurs ont marqué 12 fois dans les 51 premiers matchs de la saison. Et depuis 6 matchs, c'est 9 buts. Ils ont presque égalé en 6 matchs la production de 51 matchs. Et on avait posé les questions récemment à Martin Saint-Louis de changer les consignes en voyant que vous avez perdu tant d'outils. Oui, c'est ça. En attaque, est-ce que vous avez demandé aux défenseurs de dynamiser ça plus? Mais clairement, il y a une consigne parce qu'on voit... plus que jamais, les défenseurs s'aventurer loin en territoire offensif, s'appliquer à appuyer le trio d'attaquants qui entrent pour donner une option de plus, puis ça donne des résultats. Est-ce que c'est une consigne qui est venue... Est-ce que c'est une modification dans la façon de jouer qui est venue par nécessité? Tu sais, des fois, le besoin crée l'organe. Là, il manque vraiment beaucoup de talent offensif dans l'équipe, mais ce serait peut-être intéressant de garder ça aussi quand tout le monde sera Mais les deux arrières qui ont le meilleur potentiel offensif sont en santé et en confiance. Michael Matheson, qui a eu beaucoup de hauts et de bas cette année avec des blessures et tout. Lui est en santé. Qui devait s'acclimater aussi à une nouvelle équipe. Exact. Moi, ça me fait un peu penser à quand c'est pas le même profil. Mais tu sais, quand David Savard est arrivé aussi, il a eu besoin d'une période. C'est un peu normal. Et l'autre, c'est Justin Barron, qui a un potentiel offensif, évidemment, et qui, lui, c'était probablement surtout en raison d'un manque de confiance, là, puis de se sentir à l'aise à ce rythme-là, puis avec cette gang-là. Et là, ça semble être en bonne voie. 7 points à ses 13 derniers matchs depuis le 13 janvier. C'est le meilleur pointeur chez les arrières. Alors, souvent, Matheson n'était pas là. Barron n'a pas vraiment joué de l'année, à part récemment. Là, tu as les deux plus beaux potentiels offensifs chez les arrières qui sont en santé et en confiance. C'est sûr que ça fait une différence. Parce que c'est sûr que ça va ensemble. La performance de ces deux-là, ça met des points dans la balance. Mais pour recouper ce que tu disais, Martin, Saint-Louis semblait, enfin, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris, mais semblait dire que on était rendu là, tu sais, dans la fameuse mise en place des concepts. Il semblait dire aussi qu'on était rendu là un peu. Je ne sais pas si vous avez perçu ça, dans son... C'est comme à la petite école. On y va tranquillement, puis là... Avant les fractions. On est rendu aux multiplications. C'est ça. Okay. Bon, mais ce qui est impressionnant de voir, et tu as peut-être raison là-dessus, Alex, moi, c'est de voir chaque fois qu'un défenseur s'aventure loin en attaque, c'est que ça dans les dernières saisons, ça provoquait surnombre par-dessus surnombre. On regardait les matchs canadiens, là, puis c'était des festivals de 2 contre 1, de 3 contre 2, parce qu'un défenseur s'avançait, puis il n'y avait aucun... Le concept n'était pas... Il n'y avait pas de support. C'est pas mal la première affaire que tu apprends, ou une des premières affaires que tu apprends, que quand le défenseur descend en tant qu'allié, ou si tu es le centre, il faut que tu prennes sa place. Oui, mais tu sais, ce réflexe-là, visiblement, et là, pouf, tu sais, ça donne pas lieu à des surnombres, à des contre-attaques désastreuses de la part... des autres équipes. Donc, peut-être qu'on était rendu là, que les bonnes couches avaient été appliquées auparavant. Puis là, combien de couches il reste? C'est excitant. C'est la dernière. Il en reste. J'espère que non. J'espère qu'il y en a d'autres. On est arrivé au bout. C'était la dernière. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, on vous demandait, parce que c'est une question que je me pose, puis en rétrospective, je l'ai peut-être pas posé comme il faut. J'étais pas surpris, mais enfin, les réponses sont
vont pas mal tous dans le même sens. On demandait donc, via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, combien de temps les gens allaient endurer encore ça, là, cette idée de reconstruction. Puis les gens sont assez patients. Puis souviens-toi, Martin, on en parlait il y a quelques semaines. Tu disais, je ne sais pas si le monde savent là, on s'embarque dans quelque chose, ça ne durera pas 6 mois. Ce sera un long voyage. Mais les gens ont l'air ils t'ont écouté parce que les gens ont l'air d'avoir compris. Sur le Facebook de son nom complet, Yvon dit, on est patient, ça va se faire dans une dizaine d'années. On espère à un moment donné que ça va arriver. Patrick dit, la reconstruction, je suis patient. Payer le prix demandé pour un club en reconstruction, juste non, je passe. Christian dit, ils sont en pénurie de matériaux depuis 1993, donc lui aussi est assez patient. Puis il y a le bon Alexis sur Facebook qui dit, le temps. C'est quoi le temps, au juste? Sur le Twitter, on a Benoît qui dit progresser. Ben ça ressemble un peu plus à ce que je m'attendais. T'sais, progression l'an prochain. Se battre pour les séries jusqu'à janvier 2024-2025. Un club compétitif en 2025-26. Mais Généreux Normand, lui, sur Twitter, ce sera long, horizon 5 à 7 ans. C'est plus de la résignation que de l'acceptation. Claude sur Twitter, 3-4 ans. Et on a quelque chose de nouveau. Donc, il n'y a personne qui s'attend à ce que ce soit l'année prochaine. Il y a juste toi qui veut que moi, c'est pas que je m'attends. Mais moi, si cette équipe-là essaye pas de faire les séries l'année prochaine, je démissionne. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, c'est pas vrai que je vais m'asseoir ici tu veux pas à discuter des défaites, c'est bon jusqu'à un certain point. Non, je ferai pas ça. Tu veux pas le même discours. Non, je ferai pas ça. Tu vas t'en aller? Je démissionne en bloc. OK. Non. Je pense pas. Ça m'étonnerait. Comment je ferais pour vivre sans vous? Mais on s'entend, là, les attentes vont être plus élevées la saison prochaine. À chaque saison. C'est un peu ça que je dis, moi. Alors, et ça peut être long. Hier, le Canadien jouait contre les Devils. Cette équipe-là a récolté 63 points la saison dernière. Et ils vont en avoir peut-être 116 à la fin de cette saison. C'est un bond gigantesque. Là. Il n'y a probablement pas beaucoup d'équipes dans l'histoire de la Ligue qui ont eu un bond aussi important. Mais eux, ils ont. Mais ça a pris 5 ans à jouer sous la barre de 500 avant d'arriver là, puis faire arriver au point où dire, OK, nos jeunes peuvent prendre les commandes, on va les entourer on fait des acquisitions de vétérans pour les entourer. Et on va être. Eux ont sorti le Shaquille, Hamilton, Palat, tout ça. C'est ça. Et quand on parlait à Kent Hughes en début de saison, il disait, à un moment donné, tes dernières pièces pour compléter le casse-tête, c'est ça qui coûte le plus cher, parce qu'il faut que tu ailles les chercher sur le marché, mais il faut que tu te places dans cette position-là. Et ça se fait pas. Non, on regarde l'équipe là. Il y a beaucoup de vétérans qui vont partir à la fin de la prochaine saison, qui vont être remplacés par d'autres jeunes qui vont être en apprentissage. Alors, est-ce que Pierre-Luc Dubois va être une des dernières pièces? Heureusement qu'il y a Pierre-Luc de la Dubois. Construction. Ça peut être une pièce significative qui va s'ajouter. Mais non, avec Kirby Dach, on n'a pas besoin. Comment ça, on n'a pas besoin? Tu commences avec Suzuki, Dubois puis Dach. Là, il faut dire Dach. Là, ta reconstruction passe. On a, et notre gourou des réseaux sociaux a essayé quelque chose de nouveau cette semaine. On a un sondage sur YouTube. Alors, selon la même question, 5% des gens disent l'an prochain. Je n'ai pas répondu, mais je serai là. 11% max 15 ans. 23% j'y crois plus. Ou la réponse qui a obtenu le plus de support, 61% disent 2-3 ans. 2-3 ans. Si ça se passe en 2-3 ans, ce sera un exploit. 3 ans, considérant qu'on est déjà dans la 2e année, ça ferait 5 ans. Ça a peut-être de l'allure, là. On est plus dans ça. Oui, allons faire un petit tour dans l'Ouest parce que c'est assez... On regarde ça là, dans l'association de l'Est, oui, c'est serré. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Puis ça va être une guerre de tranchées. D'ailleurs, juste pour faire un petit clin d'œil à la transaction de Ryan O'Reilly que les Maple Leafs sont allés chercher. Je veux dire, les Maple Leafs savent déjà qu'ils vont affronter le Lightning en première ronde. C'est réglé depuis. Puis ça va être, je veux dire, ça va être c'est comme ça va être mortel là, pour une des deux équipes. C'est peut-être un peu plus, à vrai dire, c'est certainement plus ouvert dans l'Ouest. On va y venir. Mais peut-être juste un mot sur Ryan O'Reilly. 3 buts de passe. Qui a eu une grosse soirée mardi soir, oui, effectivement. Mais veux pas, moi, je peux pas m'empêcher de me dire la lacune que cette équipe-là n'a pas, double négation,
c'est un attaquant de top 6. Et c'est exactement ce qu'ils sont allés chercher. Est-ce que c'est moi qui simplifie trop les choses? Peut-être. Je pense qu'il y a un désir dans cette organisation-là de déplacer John Tavares au centre depuis 1 an là, environ. À l'aile, pardon. Je pense que ça c'est un souhait du directeur général. Bon, OK. Ça expliquerait, là. Ça explique. Ça donne de la profondeur, évidemment. Puis on le dit toujours, il y a les blessures potentielles, si ça. Oui, ils ont un top 4 à l'attaque formidable. Quand même, de la profondeur aussi sur les autres trios, mais avec Noel Acciari, qui est un joueur de 4e trio qui va leur être utile, un centre droitier, et Ryan O'Reilly, c'est vraiment... ce sont de bonnes emplettes d'avant... juste avant la date limite des transactions. Vraiment pour rien acheter. C'est plus dans ce sens-là aussi que je... Peut-être qu'effectivement, moi aussi, ma priorité aurait été un défenseur. Là, surtout que Jake Muzzin risque de ne pas être en mesure de revenir du tout. Mais il leur reste de la place. Là. Il leur reste encore de la place. Ils ont bien dilué ça. Ils ont réussi à gérer ça. Leur gardien ne leur coûte pas grand-chose. Muzzin est sur la liste des blessés à long terme, donc ils ont réussi à se dégager une marge de manœuvre, donc c'est peut-être pas, terminé. O'Reilly, les Blues ont gardé 50% de son salaire, il a été transféré au Minnesota. Minnesota a gardé 50%, 50% de la moitié qui restait, donc 25%, donc ils ont bien réussi ils ont utilisé les poupées russes pour diluer son salaire, donc il reste de la place quand même pour... Mais il va falloir, je pense, qu'ils s'approfondissent en défense aussi, là, s'ils veulent aller loin. Mais je serais curieux de voir l'analyse que les dirigeants des Maple Leafs ont fait suite à leur série contre le Lightning, qui avait été extrêmement... Ils avaient le Lightning dans les quarts l'année dernière. Là. Il aurait dû les battre. Alors, et de l'autre côté, je ne sais pas si Julien Brisebois va être capable... du côté du Lightning de répliquer à ça ou il l'a fait à chaque année au cours des dernières années, aller chercher des joueurs qui allaient rester avec son équipe par la suite, mais qui amélioraient son alignement. Mais là, il est à court de miracles. Il reste toujours son premier choix pour 2032. 2025, je pense qu'il a donné déjà 2023, 2024. Leur banque d'espoir est presque à sec. Fait qu'à un moment donné... mais ils sont dans cette phase-là aussi, là, je veux dire. Est-ce qu'ils sont encore en position de jouer leur va-tout en disant on y va encore pour la coupe et sinon, c'est ça, c'est peut-être le dernier soubresaut, parce qu'après ça, à un moment donné, le temps va jouer contre eux. Oui, ils viennent quand même d'en faire 3. Moi, je pense qu'il leur reste quelques années à être très compétitifs. J'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de sortir pour aller chercher... Oui, parce qu'en ce moment, il n'y a pas d'argent disponible. Donc, ça, c'est sûr que ça va être compliqué. Mais il y a eu le peu d'action qu'il y a eu. C'était quand même. C'est tout dans l'Est. C'est ça. En termes de quantité, il n'y en a pas beaucoup, mais en termes de qualité, c'est quand même bon. Là, mais c'est tout dans l'Est. Exact. Ryan O'Reilly à Toronto, Tarasenko avec les Rangers, qui ont aussi mis la main sur un défenseur, puis Horvat avec les Islanders. Donc, c'est vraiment tout dans l'Est que ça s'est passé. Puis, moi, je me posais la question parce que. Dans l'Est, les 6 meilleures équipes de la Ligue nationale en ce moment sont dans l'Est. Dans l'Est. Donc, c'est dans l'Est. C'est vraiment particulier. Là. C'est tranché au couteau. Les 6 meilleurs dans l'Est. 3 de chaque division. Après ça, tu as le pactole de 8 de l'Ouest qui est actuellement qualifié en série, qui suivent de 7 à 16. Là, c'est ça. En tout cas, 7 à 15, 14. En tout cas, 14, qui sont les 8 suivantes. Et ils sont tous dans l'Ouest. Alors, c'est beaucoup plus serré. C'est probablement ces 8 équipes-là qui sont présentement, qui vont participer aux séries éliminatoires. Mais peu importe qui tu es dans l'association de l'Ouest, tu te dis Torpinouche, j'ai un coup à jouer. C'est comme si le fameux adage de Marc Bergevin qui n'a jamais été si vrai que ça. Là, moi, je crois ça. Selon lequel l'important, c'est de rentrer, puis après, tu verras. Tout peut arriver. Une fois en série, tout peut arriver. Dans l'Ouest, c'est pas mal. Je pense que c'est assez vrai. Alors, on entend Jacob Chikrin à Los Angeles, peut-être. On sait que Vegas veut bouger. Ils sont toujours en train de faire toutes sortes de... Il n'y a pas une transaction que les dirigeants des Golden Knights n'aiment pas. Exactement. Quand ils ont une chance. Faisons-le! Toutes les gâchettes en même temps. Clac, clac, clac. Les Oilers vont certainement vouloir faire quelque chose. Le nom d'Eric Carlson est encore associé aux Oilers. Moi, je peux pas croire ça. L'Avalanche va avoir besoin probablement d'un joueur de centre. O'Reilly à Colorado, premièrement, ça aurait été des retrouvailles, puis je pense que ça aurait pu être vraiment une bonne cible pour eux. Alors, j'imagine là, que ça va commencer on va commencer à dégainer dans l'Ouest, mais c'est d'autant plus intéressant parce que tu le sais que tu as un coup à jouer. Si t'es les Pingouins,
Les Caps, bon, les Highlanders sont allés chercher Bo Horvat, mais l'ont mis sous contrat à long terme. Ça contredit peut-être un peu la théorie, mais c'était les Pingouins, les Caps, les Sabres, t'en as un autre moment, puis en tant que directeur général ou président des opérations, peu importe, il faut que tu aies la tête assez froide pour te rendre compte que tu n'as pas de réelle chance. Non. Tu peux pas hypothéquer l'avenir pour de la location ou des joueurs qui vont peut-être rester juste 1 ou 2 ans. Ça fait de la peine à Sydney, là, ce que tu viens de dire. Oui, peut-être. Mais dans l'Ouest, t'es Winnipeg, c'est plus ouvert. Même le Minnesota, à la limite, peu importe. Tu te dis, si on va chercher quelqu'un, on sait vraiment jamais qu'est-ce qui peut arriver. Et on pensait que l'Avalanche allait être intouchable cette année, elle allait survoler tout le monde, mais les blessures ont. Mais c'est le Joker, là, parce que tout le monde va revenir, puis finalement, ils vont écraser tout le monde en 5. Là, peut-être, mais quand ta saison, tu sais, quand tu as été blessé, des fois, les joueurs ont de la difficulté à retrouver leur rythme. Puis, ça va être intéressant. C'est pas supposé, de toute façon, être toujours la même équipe en finale. Ça, c'est une anomalie des... Oui. Alors, je vais conclure comme la semaine dernière. On va finir par y arriver à cette date limite des transactions-là. Puis ensuite, on pourra se concentrer sur les vraies affaires l'année prochaine. Moi, j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver avec Erik Karlsson, parce que je sais que c'est un sujet sensible pour Martin. Moi, je vois pas comment c'est possible qu'Erik Karlsson soit échangé. Mais encore un jeu de poupée russe. Là. Ouais. Un jeu de poupée russe, mais la dernière chose dont les Oilers ont besoin, c'est d'ajouter un défenseur. Salaire. Ils ont déjà la meilleure attaque de la Ligue. Là. Ouais. Pourquoi tu veux ajouter... Ils ont un avantage numérique. Un avantage numérique à 31, quelques %. Tu veux quoi? Tu veux avoir 31,8 au lieu de 31,4. C'est pas... Cette équipe-là doit... Si les Oilers veulent aller loin en série, ils doivent être meilleurs défensivement. Alors, ça peut être aller chercher un spécialiste du désavantage numérique ou ça peut... Luke Shen. Ça peut prendre diverses formes, mais ton attaque va bien, tu es premier dans la Ligue. Là. Arrête d'en ajouter. Il faut que tu sois capable de gagner 1-0 dans cette Ligue-là ou 2-1 en deuxième période de prolongation si tu veux gagner la Coupe. C'est ça qu'il faut aller voir. Bon, c'est dit. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier, messieurs. Martin Leclerc, merci. C'est moi qui te remercie. Oui, d'accord. Alexandre, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. On peut te voir, te lire, t'entendre partout sur toutes nos plateformes. Même chose pour toi, Alexandre Gascon, notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Merci infiniment. Un beau moment en votre compagnie, messieurs. Je peux comprendre. Un grand merci à Benoît Durand aux plaques tournantes aujourd'hui et à Jacques-Alexis Bernardet, notre producteur. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.